Bienvenue dans Nada to Data, le podcast qui rend les données accessibles aux professionnels du milieu culturel sans jargon ni pression. Que tu sois responsable marketing, billetterie, communication ou simplement curieux de découvrir comment les données peuvent transformer ton quotidien professionnel, tu es au bon endroit. Je suis Karine, consultante et formatrice en marketing numérique et analyse de données, spécialisée dans le secteur culturel. J'aide les salles de spectacle à mieux comprendre et utiliser leurs données pour vendre plus de billets, fidéliser leur public et optimiser leur campagne. J'ai créé Nada to Data pour montrer qu'on peut démarrer petit avec des actions ciblées et des outils accessibles. L'important, c'est de faire le premier pas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Hermel du Grand Théâtre. Jean-François a accompagné une vraie transformation numérique dans son organisation en utilisant les données pour mieux comprendre son public et optimiser ses ventes. Il va nous raconter comment ça s'est passé, les défis qu'il a rencontrés et surtout comment il a réussi à faire avancer les choses progressivement. Alors Jean-François, bienvenue. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ton rôle au Grand Théâtre, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, je suis directeur marketing, communication et expérience client au Grand Théâtre de Québec. Je précise Grand Théâtre de Québec parce que des grands théâtres, on en trouve partout au Canada ou même à travers le monde. Alors, je suis au Grand Théâtre depuis 2018, depuis 6 ans et demi. Avant ça, j'étais consultant en marketing, en commercialisation, promoteur d'événements aussi. Et avant ça, j'ai été PDG d'une agence de publicité dont j'étais associé propriétaire sur le marché de Québec. Donc, un peu plus de 25 ans maintenant en marketing, en communication, en gestion, en entrepreneurship. Euh, voilà. Avec une grande passion pour ce qui est pour ce qui est le branding, la commercialisation, l'expérience client également, le leadership et la gestion de façon générale. Quel beau parcours, c'est très inspirant, Hmm. Jean-François. Alors, là, on va parler un petit peu de ton expérience plus précisément au Grand Théâtre. Alors, ce que je Mhm. voudrais comprendre, en fait, c'est quand tu es arrivé au Grand Théâtre, quelles étaient les pratiques qui étaient mises en place, quels étaient les principaux défis que tu as identifiés? Ouais, ben en fait, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing numérique dans notre podcast, là, dans notre rencontre, mais on en parle de toute façon beaucoup dans le milieu de la culture, dans la commercialisation de façon générale. C'était déjà le cas en 2018. On n'était pas au point où on en est aujourd'hui. On n'était pas passé par la COVID, la grande pandémie encore, ce qui a changé quand même beaucoup les pratiques ou les comportements de consommateurs. Tout le monde était un peu confiné à la maison avec seul accès au monde, l'Internet. Donc, déjà, le comportement des gens a changé et a forcé les organisations, quel que soit le domaine dans lequel ils étaient, à changer leur pratique de mise en marché et de communication marketing. Et ça, ça vient aussi avec la présence accrue des médias sociaux, des grands GAFA dans nos vies là, tous les jours, qui changent aussi considérablement notre consommation d'informations, notre façon de nous renseigner, toute la découvrabilité des différents contenus et autres. Donc, le Grand Théâtre a suivi aussi une évolution, a pris de la maturité au fil du temps. Mais si on remonte en 2018, quand je suis arrivé, donc, l'organisation n'avait pas vraiment de culture numérique, n'avait pas vraiment de culture de la donnée, de la data, et avait, je vais même dire, une dette technologique importante, en le sens que il y avait un site web, oui, qui datait, en fait, qui était même plus supporté par l'agence qui l'avait conçu tellement le site était rendu vieux. C'était deux plateformes différentes selon si c'était un ordinateur de table qui appelait le site ou un portable, un téléphone. Donc, il y avait, tu sais, donc tout le travail devait se faire en double. Le contenu n'était pas le même sur une plateforme ou une autre. Le système de billetterie était ancien aussi, était en phase de migration. Les bases de données étaient un peu éparpillées selon les systèmes en silo, sans possibilité de les mettre en commun.
Il n'y avait pas une vraie grande pratique de marketing par courriel, ou en tout cas une pratique qui était structurée, qui était innovante, qui tenait compte du parcours client et autres. Alors, c'est ça, c'était un contexte quand même assez particulier. Pour ce qui est du marketing numérique, il y avait quand même des efforts, pas à l'échelle qu'on le fait aujourd'hui, et surtout pas dans un écosystème aussi bien intégré qu'il l'est aujourd'hui. On était aussi à une époque, je dis époque là, pour être en lien avec ce que je disais en entrée de jeu, où les façons de communiquer et de s'informer ont évolué. On était à une époque où les efforts publicitaires, les efforts de communication étaient encore beaucoup en paid media, donc en médias payants où on investissait. On le fait encore, pas à la même mesure, mais beaucoup en publicité traditionnelle, là, que ce soit la télé, les journaux, en papier. Je dis ça en riant parce qu'on les voit disparaître un après l'autre. La télé, comme je le mentionnais, la radio de façon spécifique. Donc, les stratégies de mise en marché, de commercialisation des différents spectacles qui se présentent au Grand Théâtre de Québec étaient quand même fort différentes de celles d'aujourd'hui. Euh, alors voilà, le contexte était un peu celui-là, avec une équipe également qui était peu nombreuse, malgré le fait qu'on s'appelle le Grand Théâtre, ça reste une petite équipe. Des gens qui étaient certains en congé de maladie, d'autres en fait tous les défis là, de ressources humaines qu'on vit tous là, comme organisation. Donc, petite équipe, un peu euh, euh, avec peu d'expertise en marketing numérique, peu d'expérience en marketing numérique ou de compétences tout court en marketing numérique. Donc, une équipe qui n'était pas adaptée à vivre une transformation numérique nécessairement. Alors, le projet de transformation numérique du Grand Théâtre s'est fait aussi par l'entremise d'une réorganisation de l'équipe des communications marketing dans la mesure où ça se pouvait et dans le respect des individus qui étaient en place. Donc, ça a été de revoir l'organisation de l'équipe, revoir les compétences nécessaires dans l'équipe et donc recruter ou former. Parce qu'on ne peut pas non plus prendre un individu et dire, bon, mais tu ne fites plus avec notre nouvelle stratégie, merci, bonsoir. Non, c'était pas dans la culture de l'organisation. Donc, ça fait partie de cet exercice-là de la transformation numérique ici au Grand Théâtre. Et du temps, donc, nécessaire pour faire tout ça. Euh, alors voilà, ça donne peut-être une idée de où on en était en 2018. Et et on a commencé ça a commencé avec partager une vision de ce que pourrait être la stratégie de communication dans un horizon de 3 5 ans et de faire une transformation finalement de cette stratégie-là sur une échelle de temps qui nous permettait d'atteindre nos objectifs. Euh, C'est-à-dire d'atteindre notre vision de la stratégie de marketing numérique qui vient avec des objectifs effectivement. On partait de loin, si on peut le dire, hein. Tu partais de loin Ouais, quand même. ouais, Il y avait ouais. entre Il y avait, la dette numérique, les personnes qui n'avaient pas eu le temps de se former ou pas eu mm, l'occasion de se former, parce que c'est un milieu quand même qui reste un petit peu... il y a beaucoup de gens qui sont là depuis une vingtaine d'années, mais les pratiques, comme tu mm, dis, perdurent d'année en année. Et puis, à moins qu'on mette un coup de pied dans une fourmilière, les choses n'ont pas forcément tendance à bouger d'elles-mêmes. Donc, ouais, et il y a ouais, eu une chance énorme de t'avoir et puis d'arriver, que tu puisses arriver et puis faire ce constat-là et dire qu'il fallait que les choses changent. Mais ouais, si je peux me permettre une petite question, on a fait un constat au niveau dette numérique, au niveau un peu plus les outils, on a fait un constat au niveau des ressources humaines, mais qu'est-ce que tu as mis en place en premier? Qu'est-ce qui a changé en place? Ça a été quoi la première étape? Ben, en fait, la première étape, ça a été d'identifier, ben, déjà d'avoir une vision sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Se donner un chemin. C'est quoi j'ai appelé ça un besoin d'affaires, là, ou euh, pour séquencer notre démarche. Parce qu'on ne pouvait pas faire, là, en claquant des doigts,
ça se pouvait juste pas, là, en termes comme je le mentionnais, en termes de ressources humaines, ressources technologiques, ressources financières et autres, ça se pouvait juste pas. Alors, un peu de séquencer et un peu comme tout le monde, aller chercher des gains rapides pour pouvoir mobiliser les gens et exercer, donner un momentum à cette transformation numérique-là. Il y avait quand même une prise de conscience qui avait été faite avant que j'arrive en poste. C'est-à-dire que une équipe de consultants externes avait fait une analyse de l'écosystème numérique actuel du Grand Théâtre avec certaines recommandations. Ça tournait surtout autour du site Internet. Parce qu'on était à cette époque-là vraiment en 2018, là, encore une fois, il faut se rappeler, il faut se ramener à ce moment-là où, les réseaux sociaux étaient de plus en plus présents, pas comme ils le sont aujourd'hui, mais de plus en plus présents. Mais la notion d'avoir un bon site Internet bien référencé, c'était encore beaucoup le nerf de la guerre. Et là, il y avait une dette technologique importante, là, comme j'ai dit en entrée de jeu. Donc, l'équipe en place avait déjà fait ce constat-là d'une certaine dette technologique et l'avait circonscrit en donnant un mandat à un consultant externe, puis en faisant des recommandations. Donc, ça, quand moi je suis arrivé, là, j'ai eu accès à cette information-là, j'ai pu faire mes propres constats. Et donc, on a décidé que on abordait la refonte du site Internet, qui est un peu un élément comme une colonne vertébrale de notre stratégie numérique aujourd'hui. Ça, c'est le premier morceau qu'on va attaquer. Ça n'a juste pas de bon sens ce qu'on a comme site actuellement. Ça ne fonctionne plus. C'était un handicap là, carrément dans la mise en marché de nos spectacles. Donc, on a abordé un peu le projet déjà différemment que traditionnellement. Donc, à la place de faire un devis très, très clair de voici l'organigramme du site, l'architecture du site, comment on le veut, les fonctionnalités qu'on veut, les technologies qu'on veut derrière ici et ça, on a plutôt, comme je mentionnais tantôt, développé notre vision, défini notre besoin d'affaires, défini des orientations qu'on avait, les piliers sur lesquels on voulait travailler et fait euh, un appel je vais dire un appel d'offres, là, mais compte tenu des différents paramètres d'appel d'offres publics ici au Québec, on a pu faire ça sous invitation. Puis on a fait ça sous mode reverse pitch. Donc, plutôt que de dire voici clairement notre besoin, êtes-vous capable de répondre à ce devis-là au prix le moins cher possible? On a plutôt, comme je disais, défini notre besoin d'affaires, défini nos enjeux, nos objectifs, notre vision de la chose, oui, une certaine architecture ou un certain devis, et chercher quelqu'un qui pouvait, sur cette base-là, nous amener plus loin. Répondre à ce besoin-là en nous montrant comment ils répondaient à notre besoin-là avec leur expertise en marketing numérique ou en élaboration et conception de sites web et comment on pouvait devenir un partenaire, un collaborateur du Grand Théâtre pour nous amener plus loin que ce que nous, on aurait pu définir sur la base de notre expertise interne. À l'intérieur du Grand Théâtre, dans notre équipe marketing, il n'y a personne qui peut concevoir un site web de la manière que les agences avec lesquelles ou l'agence avec laquelle on a fini par travailler pouvait le faire. Donc, sur quelle base nous pouvons-nous prétendre de savoir mieux qu'eux autres comment faire notre site web? Ce qu'on pouvait prétendre, c'est et maîtriser, c'était notre besoin d'affaires ou notre besoin de cet outil-là dans notre stratégie marketing, comment eux pouvaient venir bonifier la chose. Alors ça a mis la table à une approche ou une façon de travailler qui est très, très différente avec avec nos fournisseurs, qui sont plus des fournisseurs, mais qui sont des expertises qui se joignent à notre équipe pour aller plus loin. Donc déjà, ce besoin d'aller chercher de l'expertise externe compte tenu de la nature de l'équipe était adressé d'une façon nouvelle parce que on allait se chercher des collaborateurs plutôt que de donner des commandes simplement, faute de ressources pour le faire. Donc, on répondait à deux besoins, transformer le site web et aller chercher de l'expertise des collaborateurs externes. Et ça nous a influencé ou c'est encore comme ça qu'on travaille avec nos collaborateurs. Donc, ils ne font pas que répondre à une demande précise. Certains, oui, selon la nature des mandats, mais quand c'est plus structurant, on va chercher de l'expertise externe pour nous amener, pour bonifier nos propres connaissances, notre propre approche. Est-ce que Et tu pourrais ça, dire excuse-moi Jean, est-ce que tu pourrais moi, dire bien quelque sûr. part que c'est
que ces fournisseurs externes vous ont amené à monter en compétences, à monter en expertise en Complètement. interne? Ah oui, complètement. Et ça, c'est, je pense, un ingrédient du succès qu'on a eu au Grand Théâtre. D'aller chercher, élargir notre cercle de collaborateurs, d'expertise, donc en n'ayant pas la prétention, nous, de tout savoir, autre que la réalité dans laquelle on vit, puis du besoin qu'on avait à combler. Mais là, on est allé chercher de l'expertise externe au moment, à un moment précis, mais ça a amené toute notre équipe à monter en compétences clairement, juste par les interactions, la collaboration, l'avancement dans les projets. On s'est mis finalement c'est ça, à augmenter en compétences. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont avec moi dans l'équipe depuis la première heure, qui étaient ici depuis bien avant moi, qui travaillent complètement différemment. Euh, et je pense que ça, c'est un des éléments qui a amené les gens justement à travailler très différemment. Donc, le premier élément de changement, ça a été le site web avec en tête trois grands piliers, la découvrabilité des contenus numériques, culturels ou des contenus du grand théâtre, la trouvabilité des contenus et la conversion. Ça, c'est trois piliers fondamentaux qui ont guidé à la fois la réflexion du site web, le design, la conception de la chose euh, et éventuellement la manière qu'il est programmé, la manière qu'on a intégré le référencement, oui, mais les métadonnées également, comment on structure les contenus et autres. Tout ça, c'est les trois piliers sur lesquels on a travaillé pour concevoir ce site web, qui est devenu un peu central ou une colonne vertébrale dans notre écosystème numérique. On a trois morceaux importants dans notre écosystème numérique aujourd'hui. Il y a le site web, comme je viens de mentionner. Il y a la billetterie, là, qui est aussi notre CRM. Et notre CDP, Customer Data Platform, qui est à l'intérieur de notre outil de marketing par courriel. Ces trois morceaux-là sont fondamentaux. Ils sont au cœur de notre écosystème numérique. Et aujourd'hui, interreliés là, par des API ou bien par des manipulations que l'équipe va faire pour amener des informations, des données d'un système à un autre. Mais le point de départ, ça a été la refonte du site Internet. Puis aussi compléter la transition de la billetterie technologique, là, électronique, qui est en même temps notre CRM, qui nous offrait un potentiel sur papier, mais auquel on avait du mal à accéder. Puis éventuellement, cette frustration-là, d'une certaine manière, nous a amené à chercher d'autres fournisseurs pour faire ce qu'on voulait faire. Et là, est embarqué un nouveau cycle, un peu comme je disais tantôt, bien définir notre besoin, bien définir notre vision, trouver quelqu'un qui pouvait bien la comprendre et nous amener plus loin là-dedans. Et puis là, on est parti là, dans une autre envolée là, ou une autre évolution de notre écosystème numérique. Grâce, là, c'est tout le volet marketing par courriel, marketing relationnel, CDP, intelligence d'affaires. Ça a été notre deuxième grand pas. Bah, c'est des gros morceaux dont tu parles là. Ce que je comprends en fait dans ce que tu me dis, la vision différente c'est vraiment de penser en bénéfices versus en fonctionnalité. Donc, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que tu Mm. veux apporter ou qu'est-ce que tu veux changer Ouais, versus quelle fonctionnalité je veux avoir? Parce que la fonctionnalité va pouvoir être différente d'un outil à l'autre. Si on parlait tout un à petit peu fait. de ton CRM justement, qu'est-ce que tu as voulu déjà, on va un peu définir ce que c'est que le CRM, parce que le CRM, ça veut dire beaucoup de choses, parce que tu me disais que le CRM était intégré dans ta billetterie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours intégré dans la Ouais, billetterie? ouais. Mais en fait, la distinction que moi je fais entre le CRM et le CDP, là, Oui. donc Euh, c'est que dans le fond, notre CRM qui est intégré dans la billetterie nous sert à gérer la transaction, là, la vente de billets à travers nos trois canaux de conversion, que ce soit le site web, les ventes au téléphone et puis les ventes ici au guichet. C'est le même outil, évidemment, là, qui est utilisé pour ces trois canaux de conversion-là ou de vente. C'est un inventaire qui est complètement intégré. Donc, ça, et c'est là qu'on vient capturer les renseignements clients.
Et on sait avec la loi 25, là, ici au Québec, là, le souci qu'on doit avoir à la manière qu'on capture, qu'on entrepose et ce qu'on fait avec les renseignements personnels que l'on accumule. C'est à l'intérieur de cet outil de billetterie-là qu'on capture donc ces informations-là. Et c'est à l'intérieur de cet outil-là que se cumule tout, évidemment, l'historique d'achat d'un client. Mais cet outil-là nous permettait pas nécessairement de faire l'analyse de ces informations-là, de faire quelque chose avec ces informations-là, comme le CDP nous permet de le faire. Donc, les données étaient là. Il y avait une certaine promesse de la chose, mais il fallait tout le temps faire affaire avec un autre, puis un autre, puis un ci, puis un ça, puis il faut que ce soit approuvé. Puis, en tout cas, c'est un peu compliqué. Puis ça livrait jamais la promesse, en tout cas, nous, la manière qu'on l'entendait. Puis ça nous faisait perdre de l'agilité parce qu'on était dépendant un peu de d'autres gens. Donc là, on avait il y avait un os là, dans notre stratégie. Et quand on a euh, mais, euh, mais ça, c'était existant, mais on avait un besoin. À- on était sous-performant en marketing relationnel et en marketing par courriel également. À cause de la manière, encore une fois, que les entrepôts de données, où se trouvaient les entrepôts de données, comment ils n'étaient pas liés, puis l'outil qu'on avait pour pouvoir communiquer, rendait ça ben compliqué. Il n'était pas intégré. On n'était pas capable de dire, ben, je fais une requête dans la base de données parce que je veux parler à ces gens-là, puis j'envoie un courriel. Il fallait faire la requête dans le CRM. Donc, exporter cette base de données-là, l'importer dans un autre système. C'est déjà là aujourd'hui, on se dit, hey, ça se peut pas, on peut pas faire ça, là, compte tenu de toutes les lois entourant la protection des renseignements personnels. Il y a un risque de bris de confidentialité qui est important. Mais juste en termes d'opération, c'était compliqué. Puis c'était deux équipes différentes qui étaient dans la billetterie et dans le marketing. Donc, il y avait une demande qui était faite, ouais, salut Monique, peux-tu me sortir la base de données, machin chouette? Ben oui, je vais te faire ça demain parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, là, on avait un problème, puis on s'est mis donc à chercher des solutions disponibles sur le marché québécois et qui viendraient répondre aux besoins qu'on avait définis. On a fait cet étalonnage-là avec l'évaluation des différentes options. Puis, on a trouvé un fournisseur de services qui pouvait à la fois combler notre besoin en marketing par courriel. Ça aurait pu être Mailchimp, par exemple, parce que ça faisait partie des options. C'était pas Mais il y avait des produits québécois qui existaient et il y en avait un qui nous permettait aussi d'intégrer un CDP. Et C'est là, ça quoi a un été comme, CDP? oh, Tu peux nous ben, dire c'est ce que un c'est centre qu'un CDP? c'est un Customer Data Platform, là. Moi, en français, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais j'appelle ça un centre de données client qui nous permet finalement de rassembler toutes les informations qu'on a sur un contact au même endroit. Donc, qu'ils proviennent de un, 2, 3 lieux de contact. Et dans l'intérieur du CDP, tout ce que cette personne-là, ce contact-là fait, ben, est cumulé dans un même tiroir, j'ai envie de Ouais. dire, là, pour imaginer un peu la chose, qui nous permet de dire, ben, Karine, par exemple, son historique d'achat est le suivant. Mais Karine, elle a aussi un historique parce qu'elle est abonnée à notre infolettre. Donc, elle apparaît dans deux bassins de clients, mais à cause de notre CDP, elle est qu'une seule Karine. C'est pas deux individus. Donc, on peut faire quelque chose pour rejoindre, on peut la cibler, Karine, selon différents paramètres, que ce soit lié à son comportement d'achat ou lié à ce qu'on fait avec elle en marketing par courriel. Mais éventuellement, le CDP nous permet même, parce qu'il est lié aussi à notre site web, de cibler Karine, toujours, sur la base de sa visite sur notre site Internet, son comportement sur notre site Internet, lier ça à son comportement d'achat, lier ça au nombre de fois qu'on l'a contacté dans la même semaine, ce qu'on appelle la pression commerciale. Bon, un paquet d'affaires. Donc, le CDP a cette grande capacité-là de venir centraliser à un seul endroit ce que fait Karine euh, à travers nos différents canaux numériques, points de contact numériques. Au Grand Théâtre, on en a trois grands bassins, là. Quatre si j'incluais le site Internet, mais le site Internet ne cumule pas de données, mais de renseignements clients, mais
ils cumulent des données de fréquentation, là, de comportement. Donc, on a trois grands bassins. C'est les acheteurs, hein, donc les consentements implicites, comme on pourrait dire. Il y a les abonnés à l'infolette, les consentements explicites. Et on a un programme qu'on appelle Primo. C'est un programme de fidélité qu'on a développé avec notre partenaire TELUS, donc qui est accessible aux clients du Grand Théâtre et de TELUS. Le et, c'est pas et ou, c'est et. Euh, donc ça, c'est un programme privilégié pour les clients de TELUS au Grand Théâtre. Donc, il y a des gens qui sont abonnés là aussi. Mais Karine, pour reprendre l'exemple, peut à la fois être abonnée à notre infolette, être cliente du Grand Théâtre et abonnée au programme Primo. Mais pour nous, dans le CDP, c'est une Karine, c'est pas trois Karines. Dans certains autres organismes, il pourrait y avoir, par exemple, une borne interactive liée à la découverte musicale et que Karine va là-dessus puis qu'elle fait différentes expérimentations. Mais s'il y a un compte là, si elle s'est loguée là, mais on pourrait ramasser, remonter ces informations-là dans le CDP aussi, puis ajouter toute cette information-là, sa relation avec cette borne-là, ajouter cette information-là dans le CDP, dans le tiroir de Karine et éventuellement faire une segmentation euh, conséquente, là. On pourrait imaginer tout ce qu'on veut. Le CDP, Donc, c'est un game changer, hein. C'est un vrai game changer. C'est vrai que tu seulement, donnes l'information, mais avant d'en arriver là, le CDP, il n'y avait pas de CDP. non. Est-ce que vous aviez déjà C'est comme, commencé à faire des choses en CRM ou des actions marketing qui ont déjà changé les choses au départ avant de vous rendre au ben, CDP? oui, oui, absolument. Puis, tantôt, on parlait de maturité Oui, numérique. Tu sais, aujourd'hui, on a une maturité numérique qui est bien différente d'il y a 6 ans. Tu sais. Juste de changer le site web, wow, ça nous a fait oui. faire un bond là, important. Juste dans l'outil qu'on avait, puis dans la connaissance des gens qu'on avait, la connaissance que les gens avaient à l'égard du marketing numérique. Et je me permets un petit retour. Je parlais de culture du numérique ou culture de la donnée qui était déficiente également. Il n'y avait pas d'indicateur de performance d'identifier et de mesurer à cette époque-là. C'est donc, c'est quoi le nom? L'achalandage sur le site web? C'est pas trop, là. Il faudrait aller voir. Là. J'imagine qu'il y a un Google, quelque chose qui pourrait nous dire l'affaire. Tu sais. Donc, tu sais, il n'y avait même pas l'habitude d'aller se renseigner sur l'achalandage du site web. Ben, finalement, heureusement, tu sais, l'indicateur de la métrique était installé, puis on pouvait mesurer l'achalandage sur le site web. Ça nous a permis de dire, ben, on va commencer à développer une culture de la donnée à partir de ça. D'abord, on prend conscience que c'est important de le savoir. OK, gang, on trouve ça important. Parfait, on trouve ça important. On a un métrique, fine, on va le regarder régulièrement. On a développé tranquillement la culture de la donnée, la culture du numérique aussi sur cette base-là, en faisant des petits pas. Le CDP, là, dont on en parle, aujourd'hui, c'est plus loin dans le cheminement ou dans notre maturité numérique. Alors, si on remonte un peu vers 2018, on a changé le site web, on a installé des indicateurs de performance basés sur nos trois grands piliers, sur le fait, sur, thème sur lequel on revenait constamment pour l'intégrer justement dans la culture de l'équipe, de l'organisation. En marketing par courriel, on avait un problème parce que on utilisait deux outils différents selon où étaient nos données. Puis il y avait beaucoup de manipulation des bases de données. Alors, avant même d'avoir un CDP, il y avait un besoin de gagner en efficacité, optimiser notre processus pour pouvoir d'abord avoir un outil de marketing par courriel qui était plus performant, plus performant dans la personnalisation, tu sais, de nos courriels, là, tu sais, pour qu'ils look and feel grand théâtre. On pourrait parler de d'autres aspects marketing, si tu veux, un peu plus tard sur cet aspect-là. Euh, puis aussi, ben, plus facile d'intégrer les données, puis plus facile d'avoir un reporting. Juste notre taux de livraison, notre taux d'ouverture, notre taux de clic. Tu sais. C'est des données qui sont assez primaires pour nous aujourd'hui, mais on remonte dans le temps, c'était pas le cas. Et c'était pas analysé. Donc, avant même d'être dans un mode CDP, on a cherché à venir centraliser nos différents clients à l'intérieur de notre CRM, à l'intérieur de notre billetterie électronique, parce qu'elle nous le donnait, elle nous offrait cette possibilité-là. Donc, au moins, les données,
même si elle pouvait pas voyager d'un système à l'autre, elle était euh, à la même place. Ouais. On ne pouvait pas faire grand-chose avec elle, mais au moins elle était au même endroit. Puis on a pu faire un ménage dans cette grande base de données-là. Puis là, on avait deux systèmes, donc où se trouvaient nos données clients et où on faisait notre marketing par courriel. Puis là, c'est un autre système qui livrait pas ses promesses, encore une fois. Et c'est ça qui nous a amené à chercher une autre solution. Ce que je trouve Donc, à ce moment-là, oui, Excuse-moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et ce que je veux que les auditeurs y notent, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes. Tu as eu l'étape de prise de ouais, conscience, tu as eu l'étape de bah, je fais avec ce que j'ai, puis j'essaye d'optimiser ce que j'ai compte tenu j'avance, mais j'essaye d'optimiser mes outils. Et ensuite, je mm, trouve un outil qui correspond à mes besoins. Donc, ça se fait ouais, par étapes. Et moi, ce que j'entends, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un parallèle entre la maturité numérique et la maturité en matière d'utilisation de la donnée. C'est, ah oui, pour moi, c'est complètement, en fait, c'est sur le même chemin, c'est deux côtés de la route et ça mhm, avance main dans la main. Donc, moi, c'est ça que j'entends. Donc, je veux vraiment qu'on arrive à transmettre que ça, c'est ça, ça s'est pas fait. Rome ne s'est pas bâti en un jour, mm, mais ce que tu as fait, ça s'est pas mm. bâti en un jour non plus. Et il y a Ah eu des non, étapes pour y arriver. ouais, c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est vraiment, pour moi, là, la transformation numérique et même la vie dans le marketing numérique, c'est itératif. C'est un milieu qui évolue vraiment très, très rapidement et constamment. Donc, on peut jamais prétendre on a tout compris et on fait tout ce qu'il faut. On est tout le temps en mode itératif et amélioration. Alors, à partir du moment où on accepte ça, le point de départ, c'est de dire, OK, on saute avec un petit projet, avec un petit besoin à combler. Euh, c'est fou ce qu'on sait pas le jour où on plonge. C'est ça, mais il faut accepter de faire ce saut-là un peu dans le vide. Et encore une fois, nous, ça a commencé par dire, wow, notre site web, nos sites web, c'est désuet la chose. Il faut changer ça. Donc, on a changé la chose. C'était 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 un gain facile parce que la transformation a eu beaucoup d'impact. C'était un peu évident, tu sais. Mais ça nous a fait plonger dans le truc, dans cette transformation numérique. Et après, c'était peut-être de constater que, OK, là, on a des données à différents endroits. C'est difficile de les rassembler pour pouvoir envoyer des rappels de spectacle. C'était simple comme ça. Là. Les rappels de spectacle, c'était laborieux de le faire. Donc, il faut trouver une solution. On a cherché une solution. On a trouvé cette solution-là, on a trouvé des gens pour nous accompagner là-dedans. Et là, on a fait, hé, on peut faire ça. Et ça, on le fait pas. Et il y a ça comme potentiel. Donc, on a, on a appris ce qu'on savait pas encore. Puis, on a pu aborder ça, les choses, tranquillement, au fur et à mesure que, à la fois, on avait le temps, la disponibilité pour faire cette évolution-là, on avait les ressources financières pour le faire, et au fur et à mesure que notre maturité numérique et technologique a évolué. Et un coup qu'on a réalisé tel projet ou projet 1, ben, on s'est embarqué sur le projet 2 parce qu'en réalisant le projet 1, on a réalisé tout le potentiel que ça nous donnerait de faire le projet 2. Alors, on a commencé à y rêver, à l'imaginer, puis à en parler avec nos collaborateurs qui nous ont emmenés tranquillement vers ça, puis on est passé à ce deuxième projet-là. Alors, c'est vraiment un mode itératif où on accepte de faire un saut dans le vide parce que faut accepter qu'on comprend pas et qu'on connaît pas tout ça, mais il y a assurément des gens autour, des collaborateurs internes ou externes, euh, à un moment précis ou sur une longue période qui peuvent nous accompagner et nous faire un gain important en connaissance, en savoir-faire, en agilité et en implantation de technologie. C'est fascinant tout ce que tu nous partages, Jean-François. Il y a vraiment eu beaucoup d'informations à travers ce que tu nous as donné et je suis sûre que ça va être pertinent pour les gens qui vont nous écouter. Si tu devais, je sais que tu as déjà dit qu'il fallait se lancer, mais si tu devais résumer en quelques mots pour inciter les gens qui n'ont pas encore sauté le pas à aller de l'avant avec un projet de données, quel qu'il soit, hein, parce qu'on parle de projet de données, mais comme on dit aussi, il y a la maturité numérique qui va en Hmm. parallèle. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner ou la première étape par laquelle il faudrait passer pour eux? Ben,
pour nous, en tout cas, ça a été de prendre conscience de la dette technologique et de la nécessité vraiment euh, d'adresser la chose. Donc, dans votre organisation, qu'est-ce qui fait défaut là, à tous les jours? Qu'est-ce qui est vraiment un os à tous les jours, qui est à optimiser, puis qui est à votre portée? T'sais. Donc, pas un truc que vous comprenez pas mais qu'est-ce qui, à tous les jours dans vos opérations courantes, est compliqué à opérationnaliser, à optimiser, qui est énergivore, puis qui a une valeur ajoutée, certes, mais qui est peut-être pas une très grande valeur ajoutée ou une valeur ajoutée euh, équivalente à l'effort qui est déployé. Donc, de là, l'idée d'optimiser. Donc, identifier ça, puis partir de là pour faire le saut dans un projet de transformation numérique. Puis, j'ai envie de dire que le marketing relationnel, qui est un truc euh, pour, pour bien des éléments, qui est routinier, hein, tu sais, qui revient d'une représentation de spectacle à un autre, c'est quelque chose qu'on fait sur une base courante, qui a une valeur ajoutée, parce que dans le cas d'un spectacle, ça a une valeur ajoutée de rappeler au client qui a un spectacle dans 24 heures ou dans 2 semaines, selon la stratégie de marketing relationnel qu'on a, mais qui n'a pas la même valeur ajoutée dans le sens où elle ne génère pas de nouvelles transactions, de nouvelles conversions sur le moment. Donc, ça a une valeur ajoutée, mais pas tant. Puis le message qu'on envoie à chaque fois, ben oui, il pourrait être spécifique à chaque spectacle, mais c'est beaucoup, beaucoup la même chose. Donc, comment on peut euh, mieux opérationnaliser cette communication-là? Ben, pour nous, tu sais, ça a été de rassembler l'information, les données des clients à un endroit où c'est facile d'aller chercher cette information-là. Donc, faire un export, un import, puis c'est facile de générer la communication. Ça, à la base, c'était notre besoin. Parce que c'était compliqué d'avoir la base de données, envoyer ça dans un autre système, envoyer un courriel. C'est fait manuellement entre des collègues pour avoir la base de données, puis par un collègue qui préparait le courriel, puis qui l'envoyait. Pour nous, c'est 48 heures avant un spectacle. Euh, on a entre 500 et 700 représentations de spectacles par année. Ça vous donne une idée, là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait ça full time, à temps plein. Mais à partir du moment où on est venu rassembler les données à un endroit où il y avait une personne qui pouvait aller les chercher, déjà, on venait d'optimiser le processus. Puis après, on est venu automatiser ce courriel-là. Ça implique d'interconnecter des systèmes. Pas simple, mais c'est faisable. Ça implique d'avoir des triggers, là, des déclencheurs. Puis ça implique de faire une communication qui est intelligente, qui est intelligible, pas compliqué pour la personne qui le reçoit, puis qui est universelle, dans le sens que c'est le même message qu'on peut envoyer à tout le monde, sans donner l'impression d'être trop générique et de ne pas s'adresser à Karine. Ben, tout ça, ça se peut. Puis on l'a fait. Puis le jour où on l'a fait, la personne qui faisait ça à temps plein ou presque là, est devenue disponible pour faire beaucoup d'autres choses. Et là, ben, on a continué à avancer. Donc, on a embarqué sur un autre projet en ayant fait des acquis, en ayant transformé notre système, en ayant lié nos systèmes ensemble. Et puis nos collaborateurs nous ont accompagnés là-dedans aussi. Donc, ça a commencé par un petit besoin. Là. Puis aujourd'hui, notre automatisation, nos croisements de données et autres sont beaucoup plus complexes. Mais ça a commencé par ça. Là. La nécessité de dire, OK, les rappels de courriel sont super importants, mais ça se peut pas que je paye une personne faire ça à temps plein. Je faisais aussi par ailleurs les sondages post-événement. Donc, je vous ai dit le nombre d'événements, le nombre de rappels, le nombre de sondages post-événement. C'est tout automatisé aujourd'hui, là. On en envoie des courriels, des courriels, des courriels, des courriels, des courriels. C'est tout automatisé. Évidemment, on replonge là-dedans sur une base régulière, dire, est-ce que mon message est encore le bon? Est-ce que? Mais c'est pas du tout la même tâche qu'avant. Ça a commencé par un petit besoin. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est vraiment identifier les tâches récurrentes. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu fais de manière récurrente tous les jours ou presque, et que c'est la même tâche, c'est la même démarche, ben, tu peux en Mm. général automatiser. Moi, je dis, si tu copies-colles des affaires d'un fichier Excel à un autre, il y a forcément une automatisation qui est possible.
Donc, Ouais. je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu partages. Et moi, c'est quelque chose que j'encourage réellement à faire juste. La première étape, donc il y a la prise de conscience et de faire l'inventaire de toutes nos tâches Mm, répétitives. Et mm. alors moi, j'ai une question pour toi qui est justement par rapport à ces ressources-là. Est-ce que, donc, on parle de montée en compétences, on parle de gestion de changement. Est-ce que les gens étaient habitués à faire des rappels de spectacle et là, leurs tâches ont changé? Comment ça se passe dans une équipe quand tu mets en place des outils qui changent leurs tâches et qui fait en sorte que ils font plus la même chose? Ben, ça a commencé par partager avec eux une vision de la stratégie numérique que je souhaitais développer avec eux. Puis le avec eux est important à mon sens. Euh, Évidemment, quand on m'a recruté, quand on m'a demandé de joindre l'équipe du marketing au Grand Théâtre, ben, c'est parce que c'était basé sur mon expérience, puis on me demandait d'exercer des changements. Mais je voulais faire ça absolument avec l'équipe pour les embarquer dans le projet. Donc, de partager cette vision-là et je me suis assuré ben, déjà de développer une culture du numérique, juste de prendre conscience qu'il y a des données qu'on peut suivre. Pour ça, il faut installer des capteurs d'information. Il faut s'intéresser à ces données-là, puis s'intéresser à ces données-là de manière à faire quelque chose avec cette donnée-là. Ça a été le premier pas. Puis là, les gens ont pris ce goût-là, cette habitude-là, des bons et des mauvais réflexes qu'on est venu corriger ou essayer d'améliorer. Puis on s'en est toujours tenu aussi à des indicateurs de performance avec lesquels on peut faire quelque chose, avec lesquels on a les moyens de faire quelque chose. Parce que des données, là, on peut en avoir là, à s'étourdir, puis c'est fou. Mais on n'a pas nécessairement les ressources humaines, financières, technologiques à l'intérieur du Grand Théâtre pour faire quelque chose avec toutes les données qu'on rassemble, qu'on a le potentiel de rassembler. Alors, quelles sont les données qui sont significatives pour nous? Quelles sont les données avec lesquelles on peut faire quelque chose, on peut faire du changement? Donc, sur 100 données collectables, j'ai envie de dire, ben, on se concentre peut-être sur 10 données, finalement. C'est juste une caricature pour dire, des fois, là, on peut se donner mal au cœur avec la quantité de données qu'on peut rassembler, de s'étourdir, puis un peu se décourager parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ouais, mais on ne peut pas faire quelque chose avec tout ça. Voyons ça simple le plus possible pour que ce soit, il y ait quelque chose à réaliser vraiment avec ça. Donc, habituer les gens là-dedans, partager la vision, puis on s'est assuré que ces gens-là euh, nous accompagnent au fur et à mesure qu'on exerçait les changements. Je le disais tantôt, ça a pris des collaborateurs externes pour nous faire les changements et ça le prend encore pour nous faire les changements qu'on souhaite faire, qu'on souhaitait faire et qu'on souhaite faire encore aujourd'hui. Nos opérations sont tellement engagées ici à tous les jours, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions de communication qui sont déployées pour la taille de l'équipe. Donc, l'équipe est dans les opérations courantes là, tout le temps. Elle a peu de temps pour prendre du recul, pour être dans la formation continue, pour analyser, réfléchir, faire des stratégies, développer faire de la R&D. On a peu de temps pour ça. Par contre, il y a quand même cette culture-là, cette habitude-là qu'on a pris de s'intéresser à la donnée, puis être quand même dans une logique de développement continu parce que nos collaborateurs font ça. Donc, eux, ils nous accompagnent. On a des points de rencontre avec eux régulièrement. Puis les gens qui ont les mains dans les opérations courantes, ben quand même sur une base régulière, au trimestre ou au mois, selon les projets ou l'évolution de l'année, ben ils sont quand même en contact avec ces collaborateurs externes-là ou avec l'évolution d'un projet. Faisant en sorte qu'ils ne voient pas ça comme on leur enlève quelque chose, on leur enlève une tâche ou on n'est pas à l'aise avec la façon qu'ils le font, mais comme une opportunité d'évoluer, de suivre et de contribuer à cette évolution-là. Là où on a connu le succès, c'est que la R&D ou le développement se sont faits par des gens qui étaient à l'extérieur de nos opérations courantes pour que l'évolution ou la mise en place de cette nouveauté technologique-là puisse avoir un rythme qui est constant et donc qui suive un échéancier qu'on respecte, qui n'est pas bousculé par le fait que, oh, on a une plus grosse mise en vente, ou il arrive tel événement, ou il y a
fait en sorte que finalement, les projets sont éternels et n'aboutissent jamais. Mais donc, ça se faisait en parallèle, mais avec des points de contact, des points de validation réguliers pour s'assurer que ça va répondre aux besoins opérationnels. Ouais, non, comment on peut l'ajuster? Voici ce qui s'en vient. OK, c'est bon. Puis, à un moment donné, il y a une arrimage, il y a une formation, il y a un accompagnement, puis il y a une prise de possession de l'outil. Puis là, ben, l'équipe a vu ça comme une évolution de son Oui. travail, de ses outils, plutôt qu'un changement radical que je comprends pas, que je suis pas d'accord, puis je change mes façons de faire, puis là, tu essaies de faire à l'ancienne dans le nouveau système que tu as, plutôt que de profiter des outils qui sont dans le nouveau système par rapport à l'ancien, etc. Alors, ça s'est fait, je dirais, comme ça, puis c'est sur cette base-là qu'on essaie de continuer, en faisant un sujet de tous les jours, finalement, Bah, ils font mais partie. un sujet d'équipe. Ils font, en fait, ils font partie du changement. En fait, l'équipe, Ouais, elle prend part au changement. C'est une partie prenante du changement. Elle est impliquée dans le changement. Donc, elle ne subit ouais, pas le changement. Elle, partie prenante. elle vit le changement tout en n'étant pas impactée dans ce que je comprends, ne pas impacter dans les opérations du quotidien. Donc, ils Ouais, continuent le travail et à un moment, comme tu dis, ça s'arrime. À un moment, le changement est là. Ils ont compris comment ils devaient changer et après, ils changent d'outil. Donc, je ouais, trouve ça vraiment intéressant comme façon de faire. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix surtout dans des gros sujets comme ça, d'impliquer les équipes en amont dès le début pour justement aussi qu'il y ait un peu d'ownership des projets euh, mhm, et qu'ils se sentent non seulement responsables, mais fiers aussi du travail accompli. ouais, Ce que je retiens en fait de tout notre échange vraiment, Jean-François, c'est que donc il y a vraiment cette notion de maturité numérique et maturité des données qui se construit au fur et à mesure, que ben, t'as pas monté tout ça en un jour et qu'il y a eu d'abord mm, une prise de conscience, après une observation en fait de la récurrence des tâches et comment on pouvait optimiser, en fait là où les goûts d'étranglement, où le bas blessé, puis comment en fait au fur et à mesure vous avez pu faire face à tout ça et puis vous avez intégré des personnes à l'extérieur qui ont non seulement pris en charge justement ces nouveautés, mais aussi qui ont aidé à la montée en compétence de tes équipes. Donc mm. c'est assez fabuleux. J'ai envie de dire que ils ont eux aussi monté en compétence en travaillant avec nous. Oui, Parce que là, ils étaient aussi partie prenante, ils étaient beaucoup plus conscients de notre réalité à oui, nous. Je lisais mon passé, j'ai été en agence. Quand tu es en agence, tu sais que tu as un client a des attentes X, Y, Z, mais il y a certaines de ces attentes-là qui sont très dures à combler parce que tu n'es pas dans l'organisation. oui, Tu vis pas leurs problématiques à tous les jours pour vrai. Donc, tu peux pas avoir les mêmes réflexes, eux, qui sont dedans à l'intérieur. Tu as un regard externe à l'égard de ça. Tu as une expertise particulière oui. sur un projet qui est particulier, alors qu'eux, à l'interne, ils ont une vue là, 360 sur ce qui se passe. Ils ont les problématiques, les défis de tous les jours. De l'externe, tu vois pas ça. Donc, à l'interne, il faut savoir d'abord comprendre ça, qu'on ne peut pas avoir les attentes à l'égard d'un externe comme on peut avoir à l'égard d'un employé qui est interne, mais comment on fait une aventure ensemble. Et si on devient plus proche, ben on vient tirer avantage de ce que le consultant externe ou l'agence ou qu'importe peut nous apporter. Puis nous, on peut lui apporter aussi d'une certaine manière parce que les gens avec qui on a travaillé, puis cette collaboration-là, cette capacité à collaborer, ça a été un facteur déterminant dans le choix des collaborateurs avec lesquels on avait. Ben, ils sont devenus plus sensibles à nos besoins, à notre réalité, mieux comprendre pourquoi ça, c'est un os pour nous, tu sais. Alors que c'est peut-être pas si important pour eux, vu de l'externe. Mais nous, dans nos opérations courantes, là, c'est un os. Parce que ça impacte 2, 3, 4, 5 personnes. C'est une tâche qui est un peu compliquée. Donc, comment on fait avec le numérique pour essayer d'optimiser le processus? Ben, s'il n'y avait pas cette belle collaboration-là, ben, je pense pas qu'on aurait réalisé ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Merci Jean-François. Merci pour ton Ça fait partage. plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, dans le prochain épisode, justement, pour ceux qui se demandent bah, comment on passe à l'action et comment on fait le premier pas, je vais partager justement trois concepts très simples pour commencer à exploiter les données sans se prendre la tête. Alors aussi, si cet épisode t'a plu, partage-le à un collègue ou abonne-toi à Nada to Data pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci.